Bonjour à tous, je suis Cyrielle Filias, spécialiste en apprentissage et développement au CERIC. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient déjà avec nous vendredi lors de notre webinaire avec Louis Cornoyer et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir Simon Vivier avec nous, qui est l'un des 4 présentateurs de notre série de webinaires sur le livre Career Theories and Model at Work et qui va nous présenter aujourd'hui les principes théoriques et pratiques d'une approche clinique et critique du travail ainsi que les stratégies de protection de métier. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter le CERIC, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et vous rappeler quelques points de logistique pour le webinaire d'aujourd'hui. Le CERIC est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et de la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière au Canada. Le livre Career Theories and Model at Work est un exemple des projets que nous soutenons et finançons dans le but de faire progresser les connaissances dans notre secteur. D'ailleurs, si vous n'en avez pas encore entendu parler, je suis ravie de vous annoncer que l'édition française du livre est en cours. Et le projet est d'ailleurs coordonné avec Louis Cornoyer de l'UQAM, ainsi qu'avec une équipe internationale de réviseurs dont Simon Vivier fait partie. Le CERIC a aussi 3 programmes principaux. Le site internet Orientation, qui présente les meilleures nouvelles et opinions dans le domaine, avec une version anglaise appelée CareerWise. La revue canadienne de développement de carrière, dont l'accès est gratuit. Et notre congrès national de Canexus sur le développement de carrière tenu à Ottawa chaque année, et pour lequel nous avons récemment lancé l'appel aux conférenciers pour Canexus 2021 en janvier prochain. Vous pouvez en apprendre davantage sur tout le travail et les ressources du CERIC sur notre site internet à ceric.ca. Aussi, à la fin de ce webinaire, nous aurons une courte enquête nous permettant de mieux cerner vos besoins d'apprentissage. Alors, je remercie ceux qui ont déjà pris le temps de nous partager leurs réponses vendredi dernier et merci d'avance pour vos commentaires d'aujourd'hui. Maintenant, simplement quelques rappels de logistique. Si durant le webinaire, vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les saisir dans la zone questions chat que vous voyez à votre écran. Nous aurons une session de questions-réponses avec Simon à la fin du webinaire, durant laquelle il répondra à vos questions. Aussi, sachez qu'il y aura une copie de l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui et des diapositives qui vous seront envoyées d'ici environ une semaine. Je souhaite désormais remercier à nouveau nos 3 coéditrices Nancy Arthurs, Mary McMahon et Roberta Notes, sans qui le livre n'aurait jamais pu voir le jour. Vendredi, j'ai eu le plaisir de partager le message de Nancy Arthurs, qui est basée en Australie, et je suis ravie de le partager à nouveau pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Nancy, en effet, souhaite nous offrir quelques informations quant aux objectifs du livre, et elle m'a demandé de vous traduire l'information suivante. Donc, le projet Career Theories and Model at Work a été élaboré avec 3 objectifs en tête. Le premier objectif était de renforcer les connaissances fondamentales des praticiens de carrière sur les théories et les modèles. Le deuxième objectif était de développer un contenu qui serait pratique et utile. Mes collègues Robert Hano de Life Strategies au Canada et Mary McMahon de l'Université de Queensland en Australie se sont donc jointes à moi en tant que coéditrice pour créer un livre qui établit des liens entre la théorie et la pratique. Notre troisième objectif était d'élargir la représentation internationale des auteurs et par conséquent, nous avons réuni des auteurs de 4 continents et de 9 pays différents. Ensemble, nous avons développé une collection qui contient 43 chapitres donc chaque chapitre contient une théorie et un modèle différent. Certains chapitres contiennent des théories classiques avec des informations contemporaines et d'autres chapitres contiennent des théories et des modèles nouveaux et émergents. Chaque chapitre contient une étude de cas originale, une analyse et un cas pratique. Nous espérons que vous trouverez le livre utile et pratique dans votre travail. D'ailleurs, je tiens à remercier nos collègues du Québec qui ont contribué par leur chapitre à renforcer l'expertise développée dans le livre. Je remercie aussi le CERIC d'avoir parrainé ce projet et de poursuivre son engagement à soutenir les praticiens de carrière. Le CERIC travaille d'ailleurs depuis plusieurs mois sur la version française du livre et sur la révision linguistique de l'ouvrage avec une équipe internationale composée de professeurs, chercheurs et de doctorants dont Simon Vivier fait partie. La publication de la version francophone du livre est prévue à l'hiver 2021. J'aimerais maintenant vous présenter Simon Vivier, notre présentateur d'aujourd'hui. Simon Vivier est un professeur en sciences de l'orientation au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval et chercheur régulier au Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail. Ses recherches portent sur le rapport au travail et la santé psychologique chez les personnels de l'éducation et des métiers de la relation. Aujourd'hui, Simon va nous présenter le matériel développé dans son chapitre intitulé « Prendre soin de soi en prenant soin de son métier, une perspective clinique et critique sur le travail et la santé mentale ».
Merci à Simon d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous passer la main. OK, alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire que j'ai intitulé Santé psychologique au travail, l'importance de prendre soin de son travail, de défendre son métier. Donc, merci à ceux et celles qui sont en présence aujourd'hui. Merci à ceux qui écouteront en différé, à distance. Je sais que les temps sont un peu troubles, en espérant que le webinaire d'aujourd'hui puisse enrichir vos réflexions, votre pratique en rapport avec la thématique, évidemment, sur laquelle je présente aujourd'hui. Merci aussi au CEREC et aux éditrices de l'ouvrage de m'avoir donné l'occasion de présenter ce que j'ai qualifié comme étant une approche clinique et critique là, du travail et de la santé mentale. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est plutôt une approche qu'un modèle ou une théorie bien ficelée avec des outils pratiques. Mais évidemment, je présente un certain nombre d'idées en lien avec cette approche-là aujourd'hui et quelques pistes d'action pour votre pratique. Mais ce sera peut-être moins bien ficelé que dans le cas de certains de mes collègues qui auront présenté dans le cadre de ces webinaires au CEREC. Donc, je répondrai aux questions à la toute fin, comme l'a dit Cyrielle tout à l'heure. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et je vais également vous laisser mes coordonnées à la toute fin de la présentation. Donc, avant de commencer, un petit mot de contexte, en fait, sur la situation actuelle en lien avec la pandémie COVID-19. Ce webinaire est prévu depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, et évidemment, avec le contexte de la pandémie, ben, c'est un contexte qui est un peu particulier pour parler de santé mentale au travail, compte tenu du fait que beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens ont perdu leur emploi, donc se retrouvent aujourd'hui sans travail. Donc, je voulais quand même prendre le temps de souligner que les gens qui sont sans emploi sont plus à risque de développer une détérioration de leur santé psychologique. Donc, je suis allé chercher certaines statistiques. Là, on voit que 43% des personnes sans emploi éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique en comparaison à 26% là, dans la population qui est en emploi. Présente davantage d'idées suicidaires. Donc, c'est vrai au Québec, mais c'est aussi vrai là, dans de nombreux territoires. Donc, on peut voir que le travail, de manière générale, contribue à la santé mentale. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin pour développer une compréhension de comment, sur la manière en fait dont le travail peut contribuer à la santé mentale. Mais je voulais quand même faire état de ce contexte particulier pour traiter de santé psychologique au travail alors que plusieurs personnes ont perdu leur. Donc, les objectifs du webinaire aujourd'hui, ce que je souhaite que vous soyez en mesure de faire à la fin du webinaire aujourd'hui, c'est de peut-être mieux comprendre les liens dynamiques entre travail et santé psychologique. Évidemment, beaucoup d'entre vous êtes déjà dans le domaine du développement de carrière, donc vous connaissez ces liens-là entre travail et santé psychologique, mais peut-être que je pourrais apporter un peu d'eau au moulin. De développer une vision de la santé psychologique en dehors de l'individualisation et de la médicalisation de l'existence, qui est quand même une vision assez majoritaire, je dirais, dans le contexte actuel. Donc, peut-être une vision alternative. De comprendre comment et pourquoi utiliser des stratégies de protection du métier, l'advocatie professionnelle pour prévenir les problèmes de santé psychologique au travail. Donc, c'est peut-être la partie sur laquelle il y aura plus de nouveautés pour les gens qui sont déjà dans le domaine du développement de carrière. Et finalement, d'identifier des pistes d'action pour mettre en pratique les principes de cette approche. Donc, je vous invite pour avoir une idée un peu de à qui je m'adresse, la population à laquelle je m'adresse aujourd'hui pour le webinaire. J'ai pensé utiliser la fonction de sondage offerte par le CEREC pour que vous puissiez répondre
à la question suivante. Dans quel secteur de pratique vous œuvrez principalement? Donc, le sondage est, semble-t-il, ouvert. Vous devriez voir à l'écran 4 choix pour répondre à la question. J'ai dû me limiter à 4 choix, donc j'ai regroupé dans l'aide à l'orientation ou à l'emploi ceux qui pratiquent dans le secteur scolaire, dans le secteur de l'aide à l'emploi, services privés aux particuliers en réadaptation. Donc, le premier choix, c'est vraiment au niveau de la relation d'aide. Le deuxième choix, au niveau organisationnel, service aux organisations. Donc, on sait qu'il y a des gens qui travaillent comme conseillers, conseillères en gestion des ressources humaines, en développement organisationnel, dotation, sélection, consolidation d'équipe, etc. Troisième choix, c'est académique, donc chercheurs, étudiants. Il y a peut-être des chercheurs, des étudiants qui participent au webinaire aujourd'hui. Puis sinon, il y a peut-être des gens qui travaillent dans d'autres secteurs. Je pense entre autres au secteur de l'enseignement. J'ai mené des recherches dans le secteur de l'enseignement. J'ai un réseau dans ce secteur-là. Donc, il y a peut-être des gens qui viennent de ce secteur-là. Donc, j'ai prévu un choix autre pour les autres personnes. Donc, Cyrielle, tu me fais signe quand les résultats du sondage sont disponibles? Est-ce que tu pourrais les commenter, Cyrielle, pour que, parce que je ne les vois pas à l'écran de mon côté. Hein. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on a eu 84% de répondants qui ont dit aide à l'orientation ou à l'emploi, suivi 6% autres, 5% organisationnel, service aux organisations et 4% académique. C'est bon, merci beaucoup, Cyrielle. Merci d'avoir répondu au sondage. Donc, ça me donne une idée. Oh, là, je vais essayer de fermer cet écran-là, excusez-moi. OK. Alors, ça me donne une idée du domaine dans lequel vous vous trouvez. Donc, très majoritairement, relations d'aide en orientation, 6% autres, donc d'autres personnes de d'autres secteurs, 5% au niveau de l'organisationnel. Donc, en espérant que vous puissiez trouver matière à penser vos pratiques de relations d'aide pour ceux et celles qui sont dans ce domaine-là en particulier. Donc, merci d'avoir répondu à la question. Quelques mots sur l'origine de la réflexion. On le sait, puis je ne m'attarderai pas longtemps là-dessus, on le sait, la santé psychologique, c'est un enjeu majeur dans le contexte actuel, notamment dans les sociétés occidentalisées. Pensons ici au Québec, le ministre du Travail qui songe à intégrer dans la loi, dans la rénovation de la loi sur la santé et sécurité du travail, les risques qui sont liés à la santé mentale. Donc, il y a définitivement un renouveau à faire au niveau de cette loi-là pour tenir compte des transformations des risques pour la santé et pour intégrer la dimension psychologique. Donc, c'est un enjeu majeur. On voit des reportages dans les médias qui reviennent semaine après semaine, qui montrent que les taux d'épuisement, les taux de détresse sont élevés dans les milieux de travail. Donc, c'est un enjeu qui est fort important actuellement. Par ailleurs, dans le domaine du développement de carrière, on est interpellé au premier chef. C'est un objet d'intervention, le rapport que les personnes entretiennent à leur travail, que ce soit au niveau des organisations, que ce soit au niveau de l'aide à l'orientation, pour aider les personnes à trouver un travail dans lequel ils vont se sentir bien, ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir développer leur santé psychologique. Donc, c'est un objet d'intervention pour le développement de carrière. Mais évidemment, en tant qu'intervenant dans ce domaine-là, on est affecté par les mêmes contraintes. On ne vit pas dans une bulle à l'extérieur, donc on est aussi sujet de l'intervention. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui pourra aussi vous être utile pour vous-même, pour votre propre santé psychologique. Donc, c'est un objet d'intervention et ça peut être utile aussi pour nous-mêmes. Et l'invitation qui m'avait été faite dans le cadre de l'ouvrage Career Theories and Models at Work, c'était d'intervenir sur cette question de la santé psychologique, mais à partir d'un angle qui est celui du prendre soin de soi, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes, mais un discours qui est très présent dans notre domaine, notamment dans le domaine du counseling, de la relation d'aide, et par lequel on a tendance à aborder la santé psychologique. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose dans le cadre du webinaire, c'est d'élargir un peu ce prendre soin de soi pour l'élargir au prendre soin du travail. Pourquoi c'est important de prendre soin de son travail, de défendre son métier,
dans une perspective d'amélioration ou de construction de la santé psychologique. Donc, voilà l'origine de la réflexion que je vous présente aujourd'hui. Donc, quelques mots sur le self-care, sur le prendre soin de soi, sur ce discours. Je vais passer quand même assez rapidement, mais c'est pour vous montrer le rationnel qui m'a mené à la proposition que je vous fais aujourd'hui. Donc, dans le domaine du counseling et du développement de carrière, il y a tout un courant qui a émergé dans les années 90 et qui était déjà présent plus tôt et qui disait grosso modo, pour professionnaliser ce champ de pratique-là, il faut développer des exigences éthiques pour que les personnes prennent soin d'eux-mêmes pour éviter de causer préjudice aux personnes avec qui ou auprès de qui ils interviennent. Donc, le rationnel derrière, c'est qu'en relation d'aide, on est notre propre instrument de travail. Donc, il faut éviter que notre instrument de travail soit impaired, soit brisé, pour éviter de causer des préjudices. On sait, par exemple, que dans les phases d'épuisement professionnel, il y a une phase qu'on appelle la dépersonnalisation et qui nous amène à traiter les personnes auprès de qui on intervient de manière dépersonnalisée, occasionnant de ce fait des conséquences néfastes peut-être pour les personnes. Et donc, ça a amené certains chercheurs, j'ai mis une référence à l'écran, à réfléchir à l'importance de développer une culture du bien-être, une culture du wellness. Et donc, ce qui amène un certain discours d'injonction à des pratiques exemplaires, donc de prendre soin de soi tant dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, la dimension spirituelle de son existence, de prendre soin de sa santé physique, de faire du sport, etc. Donc, pour pouvoir, en termes d'exigence éthique, bien intervenir auprès des personnes. Donc, il y a d'abord ce courant-là qui, de mon point de vue, fait reposer la responsabilité essentiellement sur les personnes. Or, ce n'est pas tout le monde qui est dans un contexte pour pouvoir, que les conditions pour pouvoir prendre soin de soi, puis être dans un bien-être optimal qui permettrait de bien intervenir. Il faut aussi voir qu'au niveau social, il y a tout un discours, ce que certains appellent une injonction ou une prescription sociale de prendre soin de soi. Il suffit qu'aller voir dans la librairie au coin de chez soi, dans la section psychologie populaire, il y a nombre de livres qui ont été publiés sur les 10 façons de prendre soin de soi, d'avoir une vie équilibrée, etc. Donc, et ça devient, dans la société actuelle, un objet supplémentaire de performance. Donc, comme personne, comme citoyen de nos sociétés actuellement, on subit cette pression à performer même dans le soin de soi. Ce qui peut ajouter pour les personnes qui se retrouvent dans une situation de santé psychologique dégradée, en plus, on ajoute l'échec de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir s'en sortir soi-même, alors qu'on a toutes sortes de livres qui nous disent qu'on devrait être capable d'y arriver soi-même. Je passe rapidement là-dessus, mais on sait que dans le développement de carrière, dans le domaine du développement de carrière, une des finalités, c'est d'aider les personnes à s'adapter aux changements de carrière, s'adapter aux changements dans les organisations, de s'adapter à une réorientation de carrière. Et donc, la perspective adaptative est très présente. Donc, on amène les personnes à s'adapter au contexte dans lequel ils se situent, ce qui est très bien pour pouvoir favoriser leur bien-être. Mais en même temps, l'angle mort, c'est à l'effet que les personnes peuvent aussi transformer, participer à la construction du monde dans lequel ils vivent, de manière à faire en sorte que le monde, le contexte dans lequel ils se développent, puisse être adapté à eux-mêmes. Donc, c'est peut-être un angle mort de notre champ professionnel que je voulais mettre en évidence. Et cette finalité d'adaptation a été critiquée par plusieurs, notamment dans le champ de la santé psychologique au travail. Un excellent ouvrage qui a été fait par Yves Clos et Michel Golac, qui s'appelle « Le travail peut-il devenir supportable ». Les références seront à la fin d'ailleurs.
où il nous dit, grosso modo, on se retrouve à toutes sortes d'injonctions comportementales avec cette vision d'une santé mentale reposant essentiellement sur les individus. Là. Il parle d'un bazar de l'adaptation où on va dire bon, les personnes ont des inventaires pour évaluer, bon, est-ce que je pratique la relaxation, faudrait que je boive moins de café, est-ce que je réalise des efforts physiques, j'accepte la contrariété, je ne reporte pas à demain ce que je suis supposé faire aujourd'hui, je respire bien, je fais de la méditation, je fais du yoga, je vais prendre des marches, je fais de la course, je fixe mes limites, etc., etc. Vous voyez un peu le genre d'injonctions qui peuvent peser sur des personnes et qui peuvent être lourdes à porter. Et donc, ce courant-là amène à voir la santé mentale comme étant une responsabilité strictement individuelle, ce qui amène des pratiques de prévention en conséquence, qui sont axées sur l'adaptation des individus au travail et non pas l'adaptation du travail aux individus. Et lorsque les personnes, par exemple, n'arrivent pas à gérer leur stress malgré la formation qu'on leur a donnée, malgré l'abonnement au gym qu'on leur a permis d'avoir, malgré la formation sur la gestion du temps qu'on leur a donné, ces personnes-là, lorsqu'ils n'y arrivent pas, ben, peut-être seront-ils rendus à prendre de la médication. Donc, quand vous pensez à ces personnes qui se retrouvent exclues de leur milieu de travail parce qu'ils ont des problèmes de santé psychologique au travail, mais souvent, on va aller jusqu'à la médication pour pouvoir leur permettre de revenir au travail, sans compter les pratiques d'automédication pour arriver à performer dans un contexte où les exigences de performance sont très élevées. Donc, il y a des limites à cette perspective adaptative dans laquelle s'inscrit le self-care, qui contribue donc à masquer les facteurs sociaux, culturels, économiques, systémiques, organisationnels qui peuvent mettre à l'épreuve la santé mentale. Et là, je cite un auteur que je n'ai par ailleurs pas lu. C'est une faute professionnelle grave pour un professeur d'université, mais une citation que je trouve très représentative de mon propos ici. C'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Donc, il y a à réfléchir à quoi on s'adapte aussi et à quoi on invite les personnes qu'on accompagne à s'adapter. Donc, ça va tranquillement vers l'approche que je vous propose aujourd'hui. Et je cite Yves Clos et Michel Golac, encore une fois, qui disent « La santé au travail est celle des individus et le niveau individuel est crucial. Mais une action libératrice des individus ne peut être créatrice de santé si elle n'inclut pas la transformation du travail et la possibilité pour les travailleurs d'être acteurs de cette transformation. » Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir la prévention des problèmes de santé mentale au travail dans une perspective plutôt de prévention primaire. Il y a ce jargon de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Prévention primaire, c'est d'intervenir à la source sur les facteurs qui causent les problèmes de santé mentale au travail dans l'organisation. Donc, transformation du travail, mais aussi de faire en sorte que les personnes puissent être des acteurs de cette transformation-là. Et donc, vous allez voir, dans l'approche que je vous propose, l'idée que les personnes soient acteurs, actrices de cette transformation est importante. Je vous ai mis un ensemble de références là, sur mes travaux dans les dernières années que vous pourrez aller consulter. J'ai mis un lien cliquable. La majorité de ces écrits-là sont disponibles. Donc, si vous voulez aller consulter ces écrits-là pour en savoir un petit peu plus, vous aurez les références. Vous dire aussi que c'est un work in progress, ce que je vous présente aujourd'hui. Aussi, pourquoi une approche clinique et critique? Qu'est-ce que ça veut dire? Clinique, ça veut dire essentiellement au plus près de l'expérience humaine du travail. C'est ce que ça veut dire. Et critique, c'est pour une prise en compte des contextes, des rapports de pouvoir, des rapports de domination et la velléité qu'on peut avoir à favoriser l'émancipation des personnes par rapport à ces contraintes, ces rapports de domination. Donc, l'approche que je vais vous présenter, je vais vous la présenter en 5 étapes. D'abord, je vais vous présenter une conception alternative de la santé au travail. Je vais vous présenter les liens qu'on conçoit entre santé mentale et travail. Je vais vous présenter les stratégies
protection de soi versus les stratégies de protection du métier, comment on peut penser la relation entre les deux. Et je vais appliquer cette approche à une vignette là, qui est tirée du chapitre que j'ai publié dans l'ouvrage Career Theories and Models at Work. Et je vous parlerai de quelques recherches qui sont en cours pour finaliser le tout. Donc, une conception alternative de la santé au travail. La santé, est-ce que c'est finalement un organisme qui fonctionne pour le mieux? Est-ce que c'est finalement une absence de maladie? Est-ce que c'est la vie dans le silence des organes? Est-ce que c'est le bien-être, comme nous dit l'Organisation mondiale de la santé, qui essentiellement définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en absence de maladie. Et donc, à l'inverse, est-ce que le mal-être, c'est la maladie? Il y a une tendance assez forte à concevoir le mal-être, à médicaliser le mal-être dans le contexte actuel. Donc, ce que je vous propose, c'est une conception alternative de la santé qui est basée sur les travaux d'un certain nombre de collègues en France notamment, Pierre Roche, Dominique Lhuillier, Yves Clos, Christophe Dejour, des chercheurs en clinique du travail, qui, pour beaucoup, se sont appuyés sur les travaux de Georges Canguilhem. Donc, qu'est-ce que c'est la santé dans cette approche-là? La santé, c'est se sentir en bonne santé. C'est se sentir plus que normal ou adapté, ou on pourrait dire fonctionnel, mais c'est se sentir capable de suivre des normes qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est finalement, la santé, c'est l'expression du vivant comme puissance d'agir. Donc, fondamentalement, la santé, on va dire qu'elle est subjective. Elle ne se définit pas en dehors d'un parcours singulier d'une personne et d'un milieu de vie. Donc, une personne qu'on va, par exemple, penser à une personne qui pour vous n'est pas en santé, vous la voyez, vous dites, j'ai pas l'impression qu'elle va très bien, qu'elle se porte bien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Souvent, c'est par rapport à ses propres normes. Elle n'est pas comme d'habitude. Elle ne se présente pas au monde comme à l'habitude. Donc, il y a quelque chose qui est dans la santé qui est fondamentalement subjectif par rapport à ses propres normes, par rapport à son parcours singulier. Versus des normes objectives, mesurables, quand on va voir un médecin, par exemple, qui va tenter de circonscrire notre maladie à partir d'un certain nombre de critères dits objectifs. La santé, comme expression du vivant, c'est aussi la capacité à tolérer des normes de vie divergentes et à en instituer. C'est finalement une idée centrale, la capacité à produire du contexte pour exister plutôt que de le subir. Et là, vous allez voir les liens avec l'adaptation que j'ai fait tout à l'heure. Donc, créer du contexte pour exister, c'est faire en sorte qu'on ait un milieu dans lequel on est bien, versus s'adapter à un milieu, à des exigences externes, qui, selon Dominique Lhuillier, Pierre Roche, nous amènerait plutôt dans une petite santé. Quand on répond systématiquement aux exigences, sans avoir l'impression de pouvoir participer à la définition de ces exigences-là, on se retrouve dans une petite santé, pour reprendre les termes de Pierre Roche. Et finalement, la santé comme expression du vivant est fondamentalement relationnelle et non pas seulement individuelle. C'est la capacité à être affecté et à affecter les autres. Et penser à quelqu'un qui se porte mal, quelqu'un qui est sur le bord de l'épuisement, c'est souvent quelqu'un qui va se retirer, qui va se couper par rapport à la souffrance. Donc, qui va empêcher les situations de l'affecter. Et à l'inverse, sera pas dans un mouvement d'affecter le milieu dans lequel il se trouve. C'est ce pourquoi, dans cette définition de la santé, santé et activité de travail sont intrinsèquement liées parce que le travail nous permet, notre activité de travail nous permet de nous construire, nous permet de construire le monde dans lequel on se trouve et nous permet d'affecter et d'être affecté par le milieu dans lequel on se trouve.
Donc, pour préciser les liens entre travail et santé mentale, pour nous, d'abord, le travail, ce n'est ni l'emploi, ni le salariat, ni un endroit ou une sphère ou un environnement de vie. Le travail, c'est avant tout, dans cette approche-là, une activité. Donc, c'est le travailler, c'est l'action de travailler. Donc, c'est mobiliser son corps, son intelligence, sa personne pour une production ayant une valeur d'usage. Et donc, le travail comme activité est une source d'épreuve pour la subjectivité. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on arrive dans notre activité de travail, dans notre quotidien, dans les situations de travail, avec ce que l'on est comme personne, et on met de soi dans son activité de travail. On travaille avec ce qu'on est, avec notre corps, avec nos affects, avec nos émotions, avec notre intelligence. Et on est dans nos situations de travail toujours affectés par ce qu'on appelle le réel. Les situations de travail ne se présentent que très rarement comme elles devraient se comporter. Et donc, face à ce sentiment de vie contrarié, lorsque le réel ne se comporte pas comme il a l'habitude de se comporter, lorsque nos stratégies habituelles sont mises à l'échec, il y a de la souffrance. Et donc, on va mettre de soi dans son activité pour essayer de composer avec cette situation-là. Donc, c'est une source d'épreuve pour la subjectivité et devant cette épreuve-là, on met de soi dans son activité de travail. On essaie de composer, de se débrouiller, de mobiliser son corps, son intelligence pour passer par-dessus les obstacles qui sont devant nous. Donc, en ce sens-là, le travail peut être source de santé lorsqu'il permet de se découvrir des capacités qu'on n'avait pas avant, lorsqu'il permet de construire le monde dans lequel on vit, lorsqu'il permet de se voir reconnu comme personne, lorsqu'il permet de se reconnaître dans son activité de travail, lorsqu'il permet de se voir reconnu par les autres comme, comme personne particulière, de construire son identité. Donc, dans ce contexte-là, le travail peut être une source de santé. Mais lorsque ce n'est pas possible, lorsqu'il y a une impossibilité de transformer le monde selon ce qui compte pour soi, lorsqu'on est confronté constamment à l'échec et qu'on n'y arrive pas, ou qu'on ne se voit pas reconnu dans nos efforts, lorsqu'on doit tolérer une vie sans jamais la vivre, pour paraphraser le collègue Thomas Périeux, lorsqu'on doit constamment subir, qu'on n'a pas l'impression que la souffrance qu'on éprouve dans le quotidien du travail trouve un destin ou une issue favorable, lorsqu'on est toujours en position inconfortable, ben, ça va nous amener à adopter des stratégies de protection de soi. Donc, devant, comme je viens de le dire, une mise à l'épreuve constante, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir tenir au travail, pour rester normal, pour continuer à travailler malgré tout, on adopte des stratégies que l'on nomme dans le jargon de la psychodynamique du travail, des stratégies défensives. Des stratégies défensives qui orientent les façons de penser et d'agir en sorte d'éviter, autant que faire se peut, la perception de ce qui fait souffrir. Donc, on va se couper en quelque sorte de la réalité qui fait souffrir pour pouvoir continuer à travailler. Qu'on pense, par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré dans une enquête qui dit à un moment donné, je ne prends plus ça à cœur, je prends ça à l'heure. Je vais faire mon 9 à 5, je vais faire ce qu'on me demande, mais sans plus. Donc, on voit que dans ce genre de configuration de rapport au travail marquée par les stratégies défensives, la personne n'investit plus d'elle-même dans son activité de travail et, à l'inverse, ne se laisse pas affecter ou essaie de ne pas se laisser affecter par son environnement de travail. Donc, évidemment, ça permet de mieux tolérer les situations de souffrance. Donc, elles sont nécessaires, les stratégies défensives, pour conserver minimalement sa santé mentale, ce que certains appelleraient la petite santé. Mais à l'inverse, elle a aussi un effet pervers parce qu'elle coupe du réel et elle coupe donc de la possibilité de faire du travail une source de construction de la santé.
et elle a aussi l'effet pervers de faire perdurer ce qui génère de la souffrance. Donc, on ne transforme pas le travail, on s'y adapte à cette organisation du travail-là. Donc, elle contraigne à une adaptation à l'existant qui ne permet plus d'accéder à la vitalité de l'activité. Je m'adapte moi pour me protéger moi, mais je délaisse d'une certaine manière le sens de mon activité de travail. Donc, ce qui m'a amené dans les dernières années à réfléchir à d'autres types de stratégies qui amèneraient une action de transformation de l'organisation du travail. Et donc, c'est ce qui m'a amené à réfléchir à l'idée de stratégie de protection du métier, donc d'adapter l'organisation du travail, d'agir en prévention primaire, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, d'adapter l'organisation du travail au métier pour protéger le bien-faire, la qualité du travail, pour protéger le travail, dans le travail, ce qui compte pour soi, ce qui donne du sens à notre activité de travail dans le monde. Et donc, j'ai réfléchi autour de l'idée de métier à partir des contributions d'Yves Clos et de Florence Posti. Donc, le métier, qu'est-ce que c'est pour ces deux auteurs-là? C'est une manière d'être issue d'une culture, d'une histoire commune qui est liée à une activité de travail qui est source de reconnaissance dans une communauté donnée, dans une communauté d'appartenance donnée. Ce que nous dit Yves Clos, c'est que le métier appartient à personne, mais chacun en est pourtant comptable. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, quand on travaille, on espère pouvoir faire honneur au métier dans lequel s'inscrit cette activité de travail-là. Donc, c'est une source d'appartenance qui balise le bien-faire. Donc, c'est une ressource matérielle et normative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une source normative parce qu'elle constitue un socle pour baliser la qualité du travail, le bien-faire, ce qui compte, ce qui doit être défendu, ce qui a de la valeur pour les gens de métier, ce dont on devrait prendre soin. Et un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques qui montrent que le fait de pouvoir faire un travail de qualité à ses propres yeux, c'est un facteur extrêmement important à prendre en considération pour les questions de santé psychologique au travail. Donc, le métier constitue un socle normatif et aussi une ressource matérielle parce qu'il nous permet de nous donner des instruments, des techniques pour arriver à bien faire notre travail. Et il permet aussi une forme de reconnaissance où on dit le métier permet de retrouver une communauté d'action humaine, recevant une humanité et la recréant à partir de valeurs et d'éthique partagées. Donc, vous voyez le lien avec la définition de la santé que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, il y a un intérêt à réfléchir à ces stratégies de protection du métier. Puis, n'entendez plus. OK, le son semble réactivé. Désolé de ce petit problème technique. Donc, des stratégies inspirées par l'advocatie professionnelle. Quand je me suis intéressé aux stratégies de protection du métier, je suis allé voir dans la littérature pour voir comment on peut y arriver. Et j'ai découvert le mouvement d'advocatie professionnelle. L'advocatie, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le fait de promouvoir, prôner, préconiser, recommander, revendiquer, réclamer, défendre. Finalement, en quoi consiste l'advocatie? À faire en sorte de lever des barrières systémiques ou organisationnelles ou institutionnelles qui empêchent les personnes de s'orienter selon des raisons qu'ils ont de valoriser. Et donc, c'est une intervention plutôt sur le contexte dans lequel se trouvent les personnes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'advocatie sociale, lever les barrières qui discriminent des personnes auprès de qui on a l'habitude de travailler. Et l'advocatie professionnelle, c'est finalement le même principe d'intervenir sur les barrières organisationnelles, institutionnelles, contextuelles, pour pouvoir soi-même arriver à faire un travail de qualité selon les règles du métier. Donc, c'est cette même compétence de
participer à lever des barrières, mais pour pouvoir exercer le métier selon des critères qu'on estime être des critères de qualité. C'est ce qu'on a défini, donc, comme un processus visant à informer et à faire reconnaître le rôle et la mission de sa profession, à protéger et à revendiquer les conditions et les ressources nécessaires à la croissance et au développement de celle-ci, toujours dans le but de mieux faire, de mieux servir les publics concernés. Donc, ce n'est pas dans une perspective corporatiste du tout, mais c'est plutôt faire un travail de qualité à ses yeux pour le bénéfice des personnes pour lesquelles on travaille. Donc, on est rendu à un exemple d'application. Je vois le temps qui file. Donc, une vignette que j'ai tirée d'une recherche que j'ai menée auprès des conseillers d'orientation en milieu scolaire. Donc, je vous montre une situation et comment, éventuellement, les principes que je viens de vous présenter peuvent s'appliquer. Donc, Mike est un conseiller d'orientation dans une école secondaire où il travaille depuis 20 ans. C'est une polyvalente où il y a 1500 élèves, il y a un contrat de 4 jours semaine et il doit rencontrer, il a comme mandat de rencontrer des élèves de 3 à secondaire 3 à 5. Mike, c'est quelqu'un qui adore son métier, il aime rencontrer les élèves, il aime faire une différence dans leur vie, les aider à voir du sens à leurs études, il se sent compétent dans ce qu'il fait. Bref, sa vie au travail va relativement bien jusqu'au jour où une nouvelle direction arrive, une direction relativement rude, qui lui assigne, qui lui impose des mandats administratifs cléricaux, qui limite le nombre, la durée de ses rencontres de relations d'aide auprès des élèves à 30 minutes, qui lui donne toutes sortes de tâches connexes qui sont déqualifiantes par rapport à la profession de Mike, du moins à ses propres yeux. Donc, évidemment, c'est une situation dans laquelle il se sent inconfortable. On voit là, que la qualité du travail à ses propres yeux est affectée. Donc, évidemment, il est inconfortable, mais il sent qu'il n'a pas le choix. Il voit bien qu'il y a des restrictions budgétaires. La direction elle-même est contrainte de composer avec un budget. Donc, il dit, ben, je vais composer avec ces situations. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Je vais faire ma part. Et donc, il ajuste sa pratique. Dans les 30 minutes qu'on lui donne, ben, il va essayer de faire les choses plus rapidement. Et là, c'est intéressant parce que la direction dit, ah, il est capable de faire les choses plus rapidement, donc je vais supprimer le poste de technicienne en organisation scolaire. Donc, le conseiller d'orientation peut le faire. Donc, on voit ici l'effet pervers que peut avoir des stratégies d'adaptation défensive. Donc, situation inconfortable et se surprend à un moment donné, un matin, à avoir un haut le cœur. Donc, vraiment somatiquement parlant, il sent un haut le cœur et il sent qu'il ne devrait pas rentrer au travail, mais il se dit, ben, c'est juste un emploi, j'ai rien qu'à faire ce qu'on me demande, j'ai rien qu'à faire mon 9 à 5. Et il se dit, ben, je vais essayer de focusser là, sur mes fins de semaine, trouver des loisirs, du sport, me consacrer à mes activités familiales. Donc, il délaisse un peu en termes d'investissement à faire du travail pour se concentrer, pour prendre soin de lui-même, finalement, pour s'en sortir. Et effectivement, ça lui permet de terminer l'année. Donc, à la rentrée suivante, d'autres contraintes s'ajoutent. La directrice lui dit, maintenant, tu dois garder ta porte ouverte pour les rencontres individuelles parce que des fois, j'ai besoin de toi en urgence. Donc, lui, il trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça va contre son code de déontologie. Il est fâché de tout ça. Il revient à la maison, ses enfants se chicanent, se chamaillent et il crie après ses enfants. Et là, il prend conscience que la situation ne peut plus tenir. Va consulter un psychologue qui le réfère à un groupe d'entraide axé sur l'approche que je viens de vous présenter. Donc, se ramasse dans ce groupe d'entraide qui est composé d'autres conseillers d'orientation en milieu scolaire qui vivent des situations similaires, raconte sa situation, il se rend compte que plusieurs se retrouvent dans sa situation. Donc, il réalise qu'il n'est pas seul, que d'autres aussi subissent des restrictions budgétaires, se retrouvent dans un contexte avec les mêmes ratios où il y a des directions qui font une mauvaise utilisation des conseillers d'orientation. Et ils se rendent compte collectivement au fil des séances qu'ils acceptent. Donc, ils conscientisent en quelque sorte les stratégies d'adaptation défensive. Ils disent, mon Dieu,
on est gentil, on est docile, on accepte ce que les directions nous disent de faire. Donc, ils prennent conscience de leur stratégie de protection et de leurs effets pervers au plan collectif. Et ces discussions, le fait de pouvoir discuter de l'expérience humaine de leur travail et de leur métier et de ce qu'ils contraint, les amène à se reconnecter en quelque sorte avec les raisons pour lesquelles ils aimaient leur métier. Ce qui rend, de leur point de vue, leur profession pertinente dans les écoles. Le fait de faire la différence auprès des élèves, le fait de pouvoir entendre et prendre en compte la complexité de la situation des élèves. Mais se rendre compte qu'ils ne peuvent plus le faire dans le contexte actuel et c'est ce qui a en partie contribué à la dégradation de leur santé mentale. Donc, ils se posent la question, comment arriver à prendre soin de son travail? Et ils décident de créer un document, ils font une recherche sur l'advocatie professionnelle et ils décident de créer un document pour guider leurs actions. Mais en même temps, ça suscite des doutes. Il y a des gens il y a des conseillers d'orientation qui se demandent si effectivement ils ont ce qu'il faut pour y arriver ou pas. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont les compétences pour transformer leur milieu de travail, pour agir sur ces contraintes-là. Et ils constatent qu'il y a une nécessité de porter le tout collectivement, de se soutenir, voire d'agir de manière concertée pour arriver à protéger leur travail. Donc, vous voyez par cette vignette-là comment le fait de concevoir la santé mentale dans une perspective qui n'est pas strictement individuelle, mais qui tient compte du contexte et comment le contexte affecte la possibilité de faire un travail de qualité, constitue un élément déterminant. Donc, je reprends ici quelques pistes d'action pour la pratique qui découlent de l'approche que je vous ai présentée dans les dernières minutes. Se rappeler donc de la centralité du travail pour la santé mentale, en lien avec ce que je vous ai présenté sur le plan théorique. Le fait de créer des alliances professionnelles, je vais y revenir tout à l'heure, mais pour pouvoir être stratégique, pour pouvoir modifier l'organisation du travail, il faut pouvoir être en mesure de créer des alliances professionnelles, être au clair avec son rôle et ses actions et de partager cette vision-là, d'avoir une idée assez claire de ce que c'est son métier et de la manière dont il devrait participer à l'organisation du travail dans notre contexte spécifique. De plaider pour des ressources et des moyens suffisants et adaptés, pourrait-on ajouter. De mobiliser ses compétences en counseling, en relation d'aide, nos compétences de communication, d'empathie au bénéfice de transformation de l'organisation du travail. Plusieurs personnes disent, je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis bon en relation d'aide avec les élèves, par exemple. Ben, ces capacités de rentrer en relation, d'être empathique avec l'autre, ces capacités de bien communiquer peuvent être utiles pour des stratégies de protection du métier. De montrer les bases théoriques et scientifiques de ces pratiques, de montrer sa crédibilité pour pouvoir avoir une organisation qui a du sens pour sa profession, pour son métier, d'utiliser ou de participer aux instances de représentation, que ce soit des associations professionnelles ou des syndicats, puis évidemment de ne pas rester seul avec ce genre de situation-là. Donc, pour finir, quelques mots sur des stratégies que j'ai menées seul et avec d'autres collègues dans les dernières années, qui sont en cours aussi. J'ai développé une échelle de stratégie de protection du métier où on a décliné 4 grands types de stratégies. Des stratégies de reconnaissance qui visent à faire reconnaître la pertinence de sa profession pour l'organisation dans laquelle on travaille. Des stratégies de reprofessionnalisation qui visent à mettre des limites par rapport à ce qui est périphérique au cœur de son métier, des stratégies d'action collective et des stratégies de mobilisation du syndicat. Et l'article auquel je réfère ici, on a cherché à comprendre les liens justement entre ces stratégies-là et les variables de santé mentale au travail. Donc, je vous laisse aller voir les résultats, mais évidemment, ce n'est pas magique. Hein. Vous aurez compris que ça demande un investissement très fort. Ça demande d'être constant, ça demande des efforts. Et ces efforts-là peuvent contribuer à dégrader aussi notre santé mentale. Donc,
C'est pour ça qu'en conclusion, je vais terminer sur cette idée de complémentarité entre le soin de soi et le soin de son travail. Mais avant d'en arriver là, simplement vous dire qu'on a aussi, on travaille sur une analyse de données en ce moment de pratiques de CO en milieu scolaire. Et ce qu'on constate, ce qui fonctionne au niveau des stratégies de protection du métier, c'est d'être en mesure de faire une alliance avec des acteurs influents. Donc, d'utiliser ces grandes capacités-là qu'on a d'écoute, de compréhension, de communication pour agir auprès d'acteurs influents ou d'instances influentes. L'importance de construire et de maintenir sa crédibilité et d'être stratégique, de saisir et d'occasionner des opportunités d'influence. Et évidemment, on a mis en évidence un certain nombre de conditions qui soutiennent l'advocatie, que ce soit la relation avec la direction, le statut d'emploi, notre statut, notre condition financière, notre sentiment de compétence, l'isolement ou le temps. Et pour finir, on est en train de travailler à explorer la possibilité d'intégrer cette compétence d'advocatie dans le profil de compétences générales des compétences des conseillers d'orientation au Québec. Donc voilà, ça c'est le plan que j'ai utilisé pour ma présentation, mais je pense qu'on serait rendu maintenant aux questions. Donc Cyrielle, je te passe la parole. Oui, merci Simon pour votre présentation. Comme vous l'avez dit, c'est l'heure des questions-réponses. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez toujours le faire en inscrivant votre question sur la section chat, questions sur le control panel. Je vais essayer de mettre plusieurs questions ensemble, puisque les personnes étaient très intéressées en fait à savoir comment appliquer justement cette théorie et puis cette conception. Par exemple, on va commencer par au niveau du ministère de l'Éducation. Marie-Hélène nous demande comment on peut apporter cette vision au ministère de l'Éducation afin qu'ils soient au courant que les élèves n'ont pas ce qui pourrait les aider, et donc du coup de pouvoir répondre aux besoins et voir l'impact sur la population et même sur l'effet inhérent au mauvais choix de carrière ou aux mauvaises adaptations du bien-être au travail. C'est évidemment une question pas simple. Il y a un modèle fort intéressant par des collègues des États-Unis, je ne me rappelle plus leur nom malheureusement, mais qui documente les niveaux d'action sur lesquels on peut agir. Donc, Marie-Hélène nous amène à un niveau, on pourrait dire macro, comme plus politique, qui est important parce qu'effectivement, au ministère de l'Éducation, il y a un certain nombre d'éléments qui impactent sur la possibilité de faire un travail d'orientation de qualité au niveau local. Donc, on peut s'allier avec des chercheurs pour documenter la situation. On a participé à un effort à cet effet-là. On a publié un article qui montre les inégalités d'accès aux services d'orientation à travers la province. De s'allier avec des chercheurs, de s'allier avec des associations professionnelles, je pense à la Corse et l'association des CO dans le réseau scolaire au Québec, parce qu'individuellement, porter cette voie-là, c'est juste pas viable. Donc, il faut le faire à travers une instance de représentation ou s'allier avec des personnes qui peuvent éventuellement avoir l'écoute du ministère de l'Éducation. Mais c'est évidemment pas simple. Donc, c'est ce que je dirais. D'accord, merci Simon. Et puis, je pense que vous venez juste de répondre aux autres questions que j'avais sur plus ou moins le même thème, mais c'est par rapport à tout simplement la situation actuelle du Covid. Et forcément, on entend, je rebondis sur plusieurs questions, dont Daniel, qui nous dit qu'il y a une souffrance au niveau du corps médical. Bien que au niveau extérieur, au niveau de la société, on les prenne un peu comme nos anges gardiens, mais que lui a son retour au niveau de l'interne, que les personnes ont la planification de changement de carrière après la crise, qu'ils ont des sentiments de droits bafoués ou des obligations. Donc, est-ce que finalement, il y aurait, selon vous, des conseils pour post-pandémie au gouvernement du Canada ou du Québec? Difficile question, mais je la transmets quand même. Oui, c'est un contexte qui est assez particulier. En effet, je n'ai pas de réponse claire, là, mais c'est sûr que pour tout le personnel soignant, cette idée que ce sont nos anges gardiens, quand je disais en termes de pression qu'on met sur les personnes, c'est extrêmement fort
parce que ça amène les personnes à s'investir, à investir d'eux-mêmes, à investir cet idéal-là, cette attente-là qu'on peut avoir sur le plan sociétal envers ces personnes-là, voir la responsabilité. Or, on est dans un contexte où on voit que les personnes qui œuvrent, par exemple, dans les CHSLD, là, les maisons de personnes âgées au Québec, n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faut pour intervenir. Et donc, ça va générer tout un tas d'atteintes à la santé mentale des personnes, même au niveau d'état de stress post-traumatique. Ce qui est cet élément-là qui va être à prendre en compte, mais ça amène définitivement, de mon point de vue, une réflexion sur les conditions dans lesquelles travaillent les personnels de santé. Et on sait que depuis longtemps, ça a été relevé par les infirmières, par les travailleurs sociaux notamment, la difficulté pour eux de faire un travail de qualité dans le contexte organisationnel qui était le leur. Donc, il y a définitivement une réflexion qu'il va y avoir à faire à ce niveau-là, de mon point de vue. Mais je ne sais pas si je réponds à la question. Désolé, Daniel, là, mais... Merci Simon. J'ai une question de Guylaine qui dit est-ce qu'il est possible d'appliquer cela auprès de nos clients individuels? Est-ce qu'on peut les inviter à se regrouper, initier une intervention en petits groupes? Vraiment intéressant. À mon avis, là, la première chose à faire, c'est d'intégrer la question du rôle du travail et de son organisation dans l'analyse, dans l'évaluation qu'on fait avec les personnes qu'on rencontre, dans l'évaluation qu'on fait avec les personnes, l'historique, comment le trouble, les problèmes de la personne s'est développé dans le contexte. Déjà l'intégrer pour faire en sorte que la personne puisse voir, comprendre le contexte dans lequel ça s'est développé, ce qui n'est pas toujours le cas. Probablement que la majorité d'entre vous le prenez en compte dans votre grille d'analyse, mais comment l'activité même de travail, puis le fait de pouvoir faire un travail de qualité à ses yeux compte pour les personnes. Après ça, ce qui est embêtant comme intervenant en orientation, c'est qu'on intervient souvent, par exemple, dans les programmes d'aide aux employés avec des gens qui viennent d'organisations qui sont différentes. Donc, ça génère des défis en termes d'action collective. Mais comme j'ai mis en évidence dans la vignette, ce qui peut être intéressant, je pense, comme modalité d'intervention à explorer, c'est le groupe qui peut permettre, au-delà d'une organisation, qui peut permettre d'aller chercher des ressorts plus collectifs pour se soutenir dans une action éventuelle pour améliorer le milieu de travail, partager des trucs, des manières de faire pour arriver à protéger la qualité de son travail. C'est évidemment pas une panacée, mais ce serait une modalité, je pense, intéressante pour aider les personnes à se soutenir subjectivement pour pouvoir transformer le travail. Puis soi-même, comme intervenant, en France, il s'est développé tout un réseau Souffrance et Travail, si vous tapez ça sur Internet, réseau Souffrance au travail, entre intervenants pour se soutenir dans ce genre de pratique-là. Ça peut être une option aussi. D'accord, merci Simon. On va prendre la dernière question pour aujourd'hui qui vient de Nicolas, qui dit, dans le contexte de l'échelle de stratégie de protection du métier que vous avez développé, avez-vous prévu une alternative à la section mobilisation du syndicat dans le cas où les syndicats seraient absents? Très bonne question, très, très bonne question. En fait, et là, je vous donne une liste de références, hein, je ne voulais pas l'oublier, mais l'échelle a été développée pour le contexte scolaire et la majorité des conseillers d'orientation, en tout cas au secteur public, sont syndiqués à ma connaissance. Donc, il y avait cette particularité-là. Mais si j'avais à retravailler l'échelle, c'est cette dimension-là qui tient le moins sur le plan psychométrique. Et en tout cas, il y a quelque chose à explorer au niveau de la mobilisation du syndicat, mais évidemment, si on voulait élargir l'échelle à une population autre que les conseillers d'orientation en milieu scolaire, il faudrait effectivement tenir compte du fait que ce n'est pas tous les milieux qui ont une instance de représentation syndicale et voir quelle forme la représentation collective, s'il y a lieu, prend forme dans le milieu de travail qui nous intéresse.
Bon, merci Simon. C'était effectivement notre dernière question pour aujourd'hui. Merci à tous pour vos nombreuses questions encore aujourd'hui. Donc, merci. Simon, merci pour votre présentation. C'était intéressant aujourd'hui de mieux comprendre en fait l'importance de prendre soin de son travail et puis aussi de découvrir quelques stratégies pour défendre son métier et se sentir mieux au travail. Donc, merci à vous pour nous avoir partagé vos connaissances aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci au CERIC pour la belle opportunité. Merci. Et avant de nous quitter, j'aimerais de nouveau partager quelques informations avec vous tous. Si vous souhaitez notamment en savoir plus sur le livre et comment obtenir une copie en anglais, vous pouvez visiter notre site web à ceric.ca/les théories. Et comme je le mentionnais en introduction, restez à l'écoute pour la version française du livre qui sortira début de l'année prochaine. Alors, notre série de webinaires se termine ce vendredi 1er mai avec notre auteur américain David Blusting qui viendra nous présenter son chapitre sur la théorie de la psychologie au travail. Et le webinaire sera en anglais, mais les sous-titres français seront disponibles sur l'enregistrement. Et entre-temps, j'aimerais aussi vous partager avec vous d'autres webinaires gratuits qui pourraient vous intéresser. Nous avons donc Tanis Godard qui présentera ce jeudi un webinaire en anglais sur la présentation en ligne sur la pratique en ligne des professionnels de carrière. Suivi par un webinaire par Michel Turcotte le 5 mai prochain sur l'accompagnement à distance, comment guider les professionnels en développement de carrière sur la pratique en ligne et qui sera celui-là en français. Donc, vous pourrez en apprendre davantage et vous inscrire gratuitement à ceric.ca/webinaires. Mais pour le moment, n'oubliez toujours pas de prendre quelques minutes pour partager vos commentaires et vos besoins d'apprentissage avec nous. Simon, merci de nouveau pour votre présentation aujourd'hui et puis merci à tous pour votre présence. Passez une excellente journée et à bientôt.